Je viens de terminer les rushs de cette vidéo, donc je viens de terminer de m'enregistrer et en regardant justement ces rushs pour le montage, je viens de me rendre compte que malheureusement le cadrage n'est pas bon. C'est-à-dire qu'au lieu que je sois dans cette zone-là, je suis coupé au niveau de cette zone-là. Donc je vais pas retourner malheureusement la vidéo, je m'en excuse, le cadrage ne sera pas bon. Mais je me promets de me rattraper au montage de cette vidéo. Les sujets sont aussi très intéressants, donc regardez-la tout de même jusqu'à la fin. Merci et bonne vidéo. Ça y est, on est le 28 février, j'arrive donc à la fin de mon deuxième défi qui est de devenir un vrai cuistot en seulement un mois. Et déjà, en seulement 28 jours, j'ai pu finir dans une vraie cuisine. Mais pour en arriver là, il s'est passé 28 jours et pendant ces 28 jours, j'ai créé à peu près 50 repas pour pouvoir manger pendant ce mois. Et j'ai créé un top 10 de mes recettes préférées de ce mois-ci sur une page WordPress que je mettrai en description sur YouTube. Dedans, il y a donc un top 10 des recettes pour vous servir d'inspiration ainsi que mes inspirations que j'ai eues au cours de ma vie ou que j'ai eues pendant ce défi. Et aussi des infos supplémentaires comme certains repas que j'ai pu rater. Mais passons d'abord au cœur du fondant, enfin je veux dire au cœur du sujet, pourquoi j'ai choisi de faire ce défi. Tout d'abord, il faut savoir que la cuisine, moi, ça date pas d'hier. Mon grand-père était d'un côté cuistot et mon père, tant qu'à lui, est pâtissier. J'ai donc très souvent pu voir à des repas de famille des très bons plats, des très gros plats à préparer, ou tout simplement voir mon père quand j'étais plus jeune. C'est fou, j'ai 22 ans, j'ai quand même sorti la phrase quand j'étais plus jeune. Ça y est, je me fais vieux. Quand j'étais petit en tout cas, j'ai pu voir mon père à partir de plusieurs ingrédients et plusieurs préparations arriver à monter une pièce montée fantastique pour des mariages notamment. Et tout ça, ça m'a bien évidemment pas tant inspiré que ça en fait. La première vraie raison qui m'a poussé à me retrousser mes manches et aller en cuisine, c'était après un retour de vacances et pour la énième fois j'avais mangé des pâtes au beurre et j'étais arrivé à saturation. J'en avais marre de manger toujours le même plat et j'avais envie d'autre chose que des pâtes au beurre. J'ai donc commencé à vouloir faire des petites préparations en plus. J'ai commencé à apprendre à faire des sauces petit à petit, j'ai commencé à apprendre à faire des accompagnements, à utiliser des légumes, de la viande, etc. À apprendre à cuire la viande selon les types de viande, à utiliser du poisson aussi, à passer au riz. Et petit à petit, je me suis vraiment intéressé à la cuisine. Au point que les années sont passées, je me suis bonifié et que ça soit ma famille, mes amis, tout le monde est plutôt d'accord pour dire que je m'en sors assez bien en cuisine et que je suis un petit cuistot dans la famille. Et même personnellement, je considère que ça a été l'une de mes plus grosses passions. J'avais même en 2023 créé un compte Insta où je partageais des recettes. Bon, j'ai fait que 2 vidéos certes, mais vu comment j'étais timide à l'époque, c'était quand même déjà exceptionnel que cette passion avait réussi à me donner envie de faire de la vidéo. Ça prouve que c'était quelque chose d'intéressant et que j'aimais vraiment quand j'étais plus jeune. Ça y est, je me fais vieux. Et c'est quelque chose vraiment que j'adorais et qui faisait partie de moi, en tout cas il y a quelques années. Alors comment ça se fait que les proches de moi et même moi-même, on est plutôt d'accord pour dire que je suis un bon cuistot et que je me lance ce défi justement de devenir un bon cuistot. C'est simple, en 2026, j'ai commencé mon nouveau stage et pendant mes pauses midi, je me suis rendu compte que j'ai fini par reprendre de mauvaises habitudes. Je me suis mis tout simplement à acheter des repas déjà faits, à aller acheter le midi à la boulangerie et même pire, à remanger des pâtes fades au beurre. Je suis de revenus en arrière. En seulement quelques mois à vivre seul, j'ai vraiment perdu cet attrait de la cuisine, j'ai vraiment perdu cette habitude que j'avais de me casser la tête à faire des bons repas. Et c'est tout de même fou de se dire qu'en seulement quelques mois, j'ai vraiment perdu cet aspect de la cuisine. Je me rappelle très bien avoir fait à mon grand-père un œuf mollet entouré d'une viande que j'ai réussi à paner et l'œuf était encore mollet dedans. Aujourd'hui, je ne sais même plus comment je peux faire un œuf mollet sans regarder sur Google. Alors, en soi, c'est pas grave, je vais pas mourir pour ça. Mais tout de même, c'est quelque chose qui m'a défini dans ma vie, donc ça fait bizarre de me dire que je suis plus au même niveau qu'avant, que j'aime régresser. Alors c'est pour ça que ce défi est tout de même important, c'est parce que j'ai envie de retrouver un peu ce plaisir, j'ai envie de retrouver ce côté ludique que j'avais à faire à manger, c'est-à-dire d'ouvrir le placard et de devoir improviser des repas, comme ça, sur un coup de tête, me dire que ça serait bon avec ça, faire des tests, etc. J'avais envie de retrouver vraiment cette passion que j'avais et retrouver cet attrait de la cuisine. Et pour retrouver aussi ce côté ludique et créatif, j'ai mis de côté l'intelligence artificielle. Parce que j'ai remarqué que récemment, ça m'arrivait de mettre tout simplement les ingrédients que j'avais, les mettre dans l'IA et demander à ChatGPT de me faire un plat avec ce que j'avais. Ça bride énormément la créativité et le fait d'inventer son plat, ça perd tout de même aussi une petite saveur. Bon, j'en ai fini de parler de moi et de mon rapport avec la cuisine, mais d'ailleurs, c'est quoi la cuisine ? Déjà, d'après ChatGPT, la cuisine, c'est... La cuisine, c'est vraiment un art, en fait. C'est la façon dont on transforme les ingrédients. On les prépare. On les associe pour créer des plats. C'est à la fois quelque chose de très technique, avec des gestes précis, mais aussi une forme d'expression. Chaque culture a ses propres traditions, ses propres techniques, et c'est un moyen, finalement, de raconter une histoire à travers ce qu'on mange. Alors que ChatGPT ne possède pas de papilles gustatives, il a tout de même réussi à définir un peu ce qu'on pourrait dire de la cuisine. En tout cas, pour moi, Chat est très proche de la vérité. La cuisine, c'est un art à part entière avec des maîtres reconnus dans le monde entier et des élèves qui veulent un jour les dépasser. Et c'est aussi un excellent moyen d'expression. Chaque pays, même chaque région, des fois, a sa propre culture alimentaire. Il suffit de voir le nombre de vidéos de bouffe de Malfa et Taito pour comprendre l'ampleur du monde de la cuisine et de tout ce qui est alimentaire. Et au-delà de ChatGPT, ce qu'on peut dire, c'est que on aura beau avoir la même cuisine, avoir les mêmes ingrédients,
on n'aura jamais identiquement le même repas. Parce que les méthodes de préparation peuvent changer selon les personnes, l'assaisonnement peut changer, la cuisson d'une viande peut changer, le matériel utilisé, la manière dont utiliser le matériel, la manière dont préparer un repas. Cuisiner, c'est toujours créer quelque chose de nouveau d'une certaine manière. Et pour aller plus loin que le ChatGPT a ramené un aspect plus théorique sur la nourriture est essentielle dans la vie de l'homme, et l'homme est essentiel pour faire de certains aliments des mets délicieux. On peut donc dire que la nourriture c'est en quelque sorte la vie, et donc le proverbe est bon, quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Rigolez que d'autres qui pratiquent rigolent. Quand l'appétit va, tout va. Ne l'oubliez pas, braves gens, l'appétit vient en mangeant. Puis dans les futailles, y'a nous la ripaille. Quand l'appétit va, tout va. J'en ai pour un mois minimum à oublier cette musique. Un mois minimum. Maintenant qu'on a compris que mon rapport avec la nourriture ne date pas de février et que le rapport entre la nourriture et l'être humain ne date pas non plus de février, il est temps de passer aux choses sérieuses et d'aller se mettre au fourneau. La première chose à faire avant de se mettre vraiment à cuisiner, c'est de faire tout d'abord un état des lieux et commencer à faire des choix. Est-ce qu'on a des allergies? Est-ce qu'il y a des ustensiles qui nous manquent dans la cuisine? Bref, c'est vraiment de fixer les choses qui nous manquent et les choses qu'on va devoir peut-être acheter ou les choses qu'on va accepter de ne pas acheter parce que c'est trop cher, et donc il va falloir réussir à faire d'une manière différente peut-être certains plats. Il faut comprendre tout ça et faire des choix sur ce qu'on va garder et modifier. Si je devais donner mon exemple, ma cuisine par exemple est assez petite, c'est une kitchenette, je n'ai pas beaucoup d'espace de rangement et je suis obligé de cuisiner à côté de l'évier. C'est pas très hygiénique, mais j'ai pas trop le choix en termes de place et je dois donc toujours faire gaffe de bien laver tous mes ustensiles et bien laver avant de préparer tout simplement un repas. Au niveau des courses aussi, étant donné que je suis étudiant, j'ai pas non plus un plafond illimité pour faire des courses. Même pour le défi, j'ai dépassé ce que je dépensais habituellement. Je suis passé d'à peu près 50 € à 70 € par semaine. D'un autre côté, en termes d'ustensiles et d'assiettes par exemple, j'ai préféré acheter aussi quelques belles assiettes, tout simplement parce que je voulais prendre des photos et faire un photoshooting un peu plus poussé pour le site. Malheureusement, j'ai pas eu le temps et j'ai pas fait autant de plats et d'essais que j'aurais voulu faire pour pouvoir faire de très belles photos. J'ai pas non plus racheté des couteaux, racheté des poêles, de 1 parce que c'est très cher, et de 2 des couteaux j'en ai chez moi en Corse, et bon je vais pas en racheter alors que ça coûte déjà très cher et que j'en ai. Pour finir, je me fais très souvent 2 portions, tout simplement parce que je travaille loin de chez moi et donc je mange au bureau le midi avec les collègues. Et donc, il me faut un plat le midi, donc le soir, en tout cas la veille, je me prépare un repas, et donc je le prépare en assez grande quantité pour en avoir le soir et avoir le même repas le lendemain. Pour donner l'exemple d'un collègue à moi, il a déménagé récemment, il a donc un four, et il fait du coup à manger surtout pour la semaine, c'est-à-dire que le week-end il se met vraiment au fourneau, et il fait des repas en assez grande quantité pour avoir le même plat pendant 2-3 jours minimum. L'objectif, c'est de savoir ce qu'on peut produire ou pas produire. Une fois qu'on sait de quoi on est équipé, il faut aller chercher des inspirations. Vous pouvez aussi chercher des inspirations dès le départ pour vous motiver. Mais si vous allez chercher des inspirations de comment faire un gâteau et que vous n'avez pas de four et que vous avez qu'un air fryer, même si c'est possible, attention, vous allez peut-être être déçu parce que vous n'allez pas pouvoir faire la quantité ou la forme d'un bon gâteau qui aura pris la forme du moule dans le four, etc. Voilà, il y a toujours des modifications, il y a toujours des choses qu'on peut faire ou pas faire, il faut savoir s'adapter avec ce qu'on a. Mais partant du principe que vous avez déjà fait l'état des lieux et donc que vous savez ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Vous allez pouvoir du coup orienter vos inspirations sur les choses que vous pouvez faire. Soit des recettes air fryer si vous avez un air fryer, soit des recettes que vous pouvez faire dans le four si vous avez un four, ou des recettes que moi j'aime bien en tout cas, c'est des recettes qu'on peut faire à la poêle, juste faire des pâtes à côté dans une casserole et vous préparez tout dans une seule poêle. Je le rappelle, mais il y a toujours mon site avec les top 10 des recettes, dedans il y a des recettes justement que j'ai faites de cette manière là, avec une poêle, etc., une casserole pour les pâtes, faire revenir des oignons, etc. C'est honnêtement très simple et franchement c'est vraiment meilleur que faire juste des pâtes avec des sauces déjà prêtes, etc. Dans le site je vous parle aussi de certaines de mes inspirations et l'une de mes inspirations préférées était Woodies. Pour le coup, avant le défi, je connaissais pas ce youtubeur et pourtant justement il met plein de recettes très intéressantes, très simples à faire et vraiment justement très gourmandes et très bonnes à manger. Et comment parler d'inspiration culinaire sans aller tester de nouveaux restaurants? Personnellement, je suis allé tester un petit restaurant de ramen à Montpellier. C'était la première fois de ma vie que je goûtais des ramen et j'aurais jamais pensé que j'aurais autant aimé. Le bouillon a beaucoup plus de goût que ce que je pensais. Tu peux pas tuer la journée complète. C'est vraiment c'était de l'eau avec genre pas une fois et genre c'est vrai. Et il y en a et après L'ambiance autour aussi a joué, on a vraiment l'impression d'être dans un petit restaurant japonais, etc. Avec quelques références d'anime aussi qui font plaisir. Mais même juste le plat, franchement, je me suis régalé. Alors profitez-en et allez faire des petits restos sur des plats que vous avez vraiment envie de découvrir.
Pour les inspirations, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a aussi d'autres inspirations sur mon site. Donc voilà, je vous conseille toujours encore d'y aller le voir. Mais même là, c'est juste pour voir les inspirations. Il y a Gastronomique qui est très intéressant parce que justement, c'est des plats asiatiques. En tout cas, pour moi, c'est l'une de mes références en termes d'inspiration dans le monde de la cuisine. C'est l'un des rares auxquels j'ai acheté un livre d'ailleurs. Vous avez aussi Insta, TikTok, vous pouvez aller chercher sur Pinterest, vous pouvez aller chercher sur Google. Pour finir, je vous conseille d'aller sur Netflix aussi. Il y a énormément de documentaires dessus. Il y a aussi beaucoup d'émissions comme la Talk des chefs qu'il y a derrière moi. Et le film que je vous conseille vraiment, c'est le film Chef, qui était pour moi très intéressant à regarder. Au-delà de tout l'aspect cuisine, il y a tout plein de choses qui sont développées dans ce film autre que la nourriture. Et même la nourriture donne envie aussi de regarder ce film. Mais c'est un film qui est très intéressant à voir. Et je pense que si j'ai le temps dans les jours et mois à venir, peut-être faire une petite vidéo sur ce sujet-là. Mais déjà en inspiration, c'est très intéressant à regarder même sur Netflix. Maintenant qu'on a fait l'état des lieux, maintenant qu'on a nos inspirations, il est temps de passer aux courses. Pour cette partie-là, je vais pas m'étaler. Ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de manger et de ce que vous avez envie de préparer. De ce que vous pouvez surtout préparer avec l'état des lieux que vous avez fait précédemment. Je vous conseille toujours de bien vérifier les dates, de bien vérifier qu'il n'y ait pas de produits auxquels vous êtes allergique ou des produits que vous ne supportez peut-être pas. Et même si vous avez envie de faire beaucoup de repas, de tester beaucoup de choses, rappelez-vous que vous avez la possibilité de racheter même plus tard. Donc faites petit à petit, achetez des ingrédients vraiment pour un plat pour commencer. Et comme ça, ça va peut-être permettre d'éviter du gaspillage inutile. À moins que vous soyez sûr de vous, dans ce cas-là, achetez, faites-vous plaisir et faites-vous de bons petits plats. Un repas, ça peut se faire sans prendre de notes, mais le reproduire identiquement, c'est très compliqué. Alors c'est pour ça que prendre des notes, c'est utile. C'est de savoir comment on a préparé, le temps de préparation, le temps de la cuisson aussi. Voilà, il y a plein de sujets très importants et des fois quelques détails qui peuvent vraiment changer tout l'aspect du plat. Donc essayez de prendre un maximum de notes, même marquer peut-être aussi des avis que vous faites pendant votre préparation, tout simplement pour essayer de comprendre ce qui va pas, ce que vous pouvez améliorer, est-ce que c'est peut-être un dosage, est-ce que c'est peut-être le temps de cuisson, bref, prenez des notes à chaque fois et ça va vous permettre de mieux et de pouvoir plus rapidement surtout vous améliorer. Ça fait déjà pas mal de détails à prendre en compte, donc je vous conseille de commencer par une première recette que vous allez suivre identiquement à une de vos inspirations. À la rigueur, apportez quelques modifications sur des assaisonnements ou changer une viande par exemple. Bref, il y a plein de petits détails que vous pouvez changer, mais essayez de garder le plus gros d'une inspiration. Les éléments par exemple de pâte bolo épicée que je fais dans l'une de mes recettes, si on enlève les pâtes, si on garde juste la viande, si on fait revenir différemment, je sais que ça peut être très bon avec d'autres épices, dans une tortillasse notamment. Et je tiens à rappeler quelque chose d'essentiel, il n'y a pas de honte à rater un plat. Aucun chef cuistot a réussi toutes les viandes, toutes les préparations qu'il a préparées, parce qu'ils font aussi justement des tests pour savoir si telle ou telle chose ne sont pas bonnes. Et c'est petit à petit qu'on va avoir des connaissances supplémentaires, des compétences supplémentaires pour savoir comment cuisiner, savoir comment découper, savoir comment assaisonner bien les choses comme il faut. Ça va s'apprendre petit à petit avec la pratique. Et si vous avez du mal avec les inspirations à travers des écrans, vous pouvez toujours demander soit à des personnes qui sont fortes dans votre entourage ou aller prendre des cours de cuisine. Alors ça va dépendre des tarifs, ça va dépendre des lieux, mais je sais que dans les grandes villes, il y a très souvent des cours de cuisine qui sont proposés. Et c'est donc grâce à ça que j'ai fini dans une vraie cuisine. Me voilà de retour de l'atelier cuisine de ce matin et je peux vous dire que c'était vraiment très intéressant. Que ça soit goûter des plats, rencontrer des gens ou apprendre tout simplement à faire à manger, tout ça a fait que ça a été une matinée très intéressante. On a passé à peu près 4 heures à faire des mélanges entre atelier cuisine et dégustation et c'était vraiment très intéressant et surtout très bon. J'ai surtout pu échanger avec les chefs et la plupart avaient chacun leur propre spécialité. J'ai rencontré par exemple une chef qui venait du Venezuela et qui nous a fait faire des arepas. Elle nous a aussi expliqué l'histoire des arepas, l'histoire du Venezuela et aussi la culture cuisinaire. Notamment que la farine de maïs est beaucoup plus présente là-bas que la farine de blé, comme ça peut être l'inverse chez nous en France. Elle nous a aussi parlé de l'anecdote du nom du repas, arepa, qui vient tout simplement du mot etep, qui était mal dit par les conquistadors à l'époque et qui a du coup donné justement lieu à ce repas et à ce nom de repas, arepa. Et je trouve ça fou que l'histoire d'un prénom d'un repas vienne des conquistadors. J'aurais jamais su ça si j'étais pas allé là-bas. J'ai aussi rencontré une chef sportive, donc je trouve ça super intéressant, sachant que mon prochain défi sera sur le sport. Lors de nos échanges, elle nous a expliqué que c'est une ancienne athlète et qu'elle a fait vraiment beaucoup de sports, surtout beaucoup de sports reliés à l'athlétisme en général. Et on lui avait dit qu'en tant que sportif, elle allait devoir malheureusement se priver en termes tout simplement de nutrition pour pouvoir rester performante. Cela dit, elle adorait trop manger des choses sucrées, donc elle a décidé de petit à petit apprendre à faire des repas healthy, protéinés et à faire tout simplement des bonnes petites collations assez importantes pour les sportifs. Mais toujours avec un bon petit goût sucré qui fait bien plaisir. J'ai aussi rencontré et participé à un atelier avec une chef qui nous parlait des dangers du gluten. Alors oui, moi aussi au début ça m'a un peu surpris, sauf qu'il est vrai, si on consomme beaucoup trop de gluten, et malheureusement dans notre vie en général et dans notre mode de consommation actuel, on mange énormément de gluten et ça, à fur et à mesure, c'est pas bon non plus pour le corps. Et en vrai, c'est pas si logique parce que peu importe l'ingrédient, le surconsommer, c'est rarement bon pour le corps.
Elle nous a donc donné des recettes alternatives pour tout simplement limiter notre consommation de gluten et avoir d'autres alternatives. C'est des recettes avec un IGB, c'est-à-dire un indice glycémique assez bas pour que justement notre corps puisse le digérer facilement et qu'il n'y ait pas de répercussions. Pour finir, j'ai rencontré la chef qui a tout simplement mis en place ces événements, c'est-à-dire qui a créé l'atelier cuisine. Et je dois admettre que je trouve que le travail a été bien fait, on avait assez d'ateliers pour pouvoir bien tourner et ne jamais trop s'ennuyer. Et d'un autre côté, il n'y avait pas non plus trop de monde qui venait, c'était assez limité, de manière à ce que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse partager un moment un peu convivial, alors que c'est des gens que je connaissais pas du tout. On a beaucoup rigolé, c'était plutôt fun à faire. Elle nous a aussi parlé à moi et à mon ami des voyages qu'elle a pu faire, des inspirations que ça lui a donné. Elle était d'accord avec moi sur le fait que justement, faut tester des choses, faut réessayer, des fois on rate certains trucs, et que c'est petit à petit à force de le faire qu'elle a commencé à améliorer certaines recettes, etc. et qu'elle les fait un peu plus à sa sauce maintenant. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous allez avoir envie d'aller en cuisine, ou en tout cas d'y remettre un pied, ou en tout cas de vous y intéresser. Parce que c'est vraiment un monde qui est encore rempli de choses à découvrir, rempli de choses à tester, etc. Et encore une fois, ça appartient à chacun de pouvoir faire ses propres plats, et c'est super intéressant à faire. Personnellement, sur ce défi, je pensais être un peu déçu, j'avais le sentiment de ne pas en avoir fait assez. L'atelier cuisine, en tout cas, m'a un peu réconcilié avec justement la cuisine, et surtout elle m'a rappelé pourquoi j'aimais cuisiner à la base. La raison pour laquelle je cuisine beaucoup moins, c'est tout simplement parce que je vis seul, je suis beaucoup plus loin de mes amis, de ma famille, et donc j'ai plus vraiment ce truc de partager un moment et de pouvoir manger autour d'une table avec d'autres personnes. Cela dit, dans le top 10, il y a quelques recettes faciles que je pense que je vais garder dans mes habitudes alimentaires pour le travail, notamment des repas à faire le soir simplement dans ma kitchenette, et que je vais pouvoir faire en assez grosse quantité pour pouvoir manger dans la semaine. Et il y en a d'autres que j'ai hâte de pouvoir refaire à ma sauce pour le partager avec mes amis la prochaine fois. Comme des bouchons à la viande que j'ai fait à l'atelier cuisine qui étaient franchement très bons, et avec une petite sauce en plus, c'est vraiment succulent à manger. En plus, c'est le genre de recette assez ludique qu'on peut faire ensemble en préparant la farce et en la mettant dans des pâtes pour la faire cuire à la vapeur. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo si vous en avez envie et de mettre un petit like. N'oubliez pas non plus qu'en description, j'ai mis un top 10 de mes recettes préférées de ce mois de février et que ça peut vous servir de base si vous avez envie de vous lancer justement dans un petit défi personnel au niveau cuisine. N'oubliez pas non plus de me suivre sur TikTok et Insta où j'essaie de partager des petites vidéos sur les prochains défis. Notamment mon prochain défi qui va être d'obtenir mon corps de rêve en seulement un mois. Bonne séance et à plus tard. Ça manque de sanglier et de cervoise ici. Bon, l'appétit vient en mangeant.